Ce soir, on va parler de la relation à la nourriture. Donc tout d'abord, moi je voulais absolument faire un petit point, un petit rappel. Le fait d'avoir une relation à la nourriture saine, c'est différent d'avoir une nourriture saine. C'est pas la même chose. On peut se nourrir de manière très saine, mais avoir un rapport à la nourriture qui est pas très équilibré. Parfois même vouloir absolument avoir une alimentation parfaitement saine, ça peut générer des troubles alimentaires ou d'autres déséquilibres. Donc, c'est pas forcément la même chose. Évidemment, si on est dans l'excès inverse et que on ressent un besoin de manger ou des envies, des pulsions, des choses un peu irrépressibles, c'est pas sain non plus, bien sûr. Ce que j'appelle une relation saine avec la nourriture, c'est une relation qui ne prend pas trop de place. C'est-à-dire que on pense à la nourriture de manière modérée, qu'on n'est pas dans une culpabilisation, une culpabilité plutôt extrême si on fait un écart, etc. C'est plutôt ça, c'est un détachement par rapport à la nourriture. La nourriture est à sa place, elle est importante, c'est vrai, mais elle ne prend pas toute la place. On n'y pense pas 24 heures sur 24. On n'est pas constamment en train de se demander si on a bien mangé, si on devrait manger différemment, ou de se dire oh là là, qu'est-ce que je vais préparer pour le repas de ce soir, pour que ce soit sain, pour que ce soit ci, pour que ce soit ça. C'est un sujet qui est présent, mais qui n'est pas obsessionnel. Donc je voulais vraiment faire ce rappel que rapport à la nourriture sain, c'est différent de nourriture saine. Donc maintenant, je voulais aborder avec vous quelques clés, quelques astuces ou en tout cas des pistes de réflexion pour vous si vous avez l'impression que votre rapport à la nourriture peut être amélioré et assaini. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais évidemment il y en a plein et c'est à voir au cas par cas en fonction de chacun parce que ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Alors je regarde, j'ai l'impression qu'il y a un commentaire. Le son est parfait. Ok, merci beaucoup. Impeccable. Alors, la première clé qui est peut-être l'une des plus importantes pour avoir un rapport à l'alimentation qui est le plus sain possible, c'est de ne pas se restreindre excessivement. J'ai mis le excessivement, mais on pourrait presque mettre ne pas se restreindre tout court. Le but, c'est pas de partir dans quelque chose qui est hors de contrôle, où on ingurgite tout et n'importe quoi, évidemment. Mais le problème, c'est qu'en général, plus on essaie de se restreindre, plus ça va créer une frustration, une sensation de manque, même physique, ce qui fait que derrière, le corps et l'inconscient, si on parle d'un aspect plus psychique, vont aller demander à combler cette restriction, à aller combler ce manque, ce vide, là où on a mis une petite tension en fait. Donc plus on se restreint, plus on va avoir envie de manger plus en fait, ou de manger n'importe quoi. Et si on se restreint trop, ça va aussi générer ces obsessions dont je vous parlais. C'est-à-dire que on va se dire, bah là, après coup, j'ai mangé trop. Ou, ah, à ce moment-là, même si j'ai faim, il faut pas que je mange trop parce que après-demain, j'ai ce gros repas qui est prévu, par exemple. On essaie de combler comme ça des choses en étant dans une restriction extrême. Le corps n'aime pas ça. Le cerveau n'aime pas ça, la psyché n'aime pas ça, les émotions n'aiment pas ça du tout, du tout, du tout. Donc très vite, quand on est dans une restriction extrême, en fait, on va générer des manques et surtout comment dire, des frustrations en fait. Et c'est cette frustration qui derrière va créer des choses où ça va dégénérer éventuellement. Donc ça, évidemment, ça dépend, hein, vous le mettez chacun dans votre contexte. Je ne sais pas si vous, dans votre rapport à l'alimentation, vous êtes plutôt dans quelque chose de très cadré, très rigide, où il n'y a rien qui dépasse, où on est dans une nourriture très très saine et, et presque trop contrôlée, ou si au contraire c'est plutôt de temps en temps bah, la pulsion qui fait que on va ingurgiter plein de choses. Mais que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, la restriction est votre pire ennemi. Trop de restrictions en tout cas. On cherche une maîtrise en fait de tout ça et non pas un contrôle. Et c'est vrai que la différence, la nuance, elle est assez mince en fait. Elle est subtile entre maîtriser quelque chose et se contrôler. Donc, première clé hyper importante, c'est ne pas se restreindre excessivement. C'est essentiel pour arriver à avoir une relation à la nourriture qui est suffisamment saine. La deuxième clé qui est importante, ça va être de ne pas diaboliser un aliment. Et oui, parce que très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se dit,
j'adore le chocolat, mais il faut absolument pas que je mange du chocolat parce que, je sais pas, c'est gras ou parce que c'est sucré ou parce que je vais être dépendant au sucre, etc. Et en soi, évidemment que c'est vrai, il faut pas abuser du chocolat. Mais si on le diabolise trop, ça va être le même effet que celui dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que on va être dans quelque chose où le chocolat va devenir un objet d'interdit. Et plus c'est interdit, plus on en a envie. Plus c'est interdit, plus ça crée une espèce de frustration, un peu comme quand on met quelque chose presque sur un piédestal et que c'est le Graal à quelque part et on n'y a pas droit. Et ça, du coup, c'est la même chose. On diabolise cet aliment et on en a encore plus envie. Et en plus, on se prive d'un plaisir et le lien au plaisir dans l'alimentation, c'est vrai que j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est essentiel aussi. On ne peut pas dissocier l'alimentation du plaisir. Quand l'alimentation devient purement mécanique, qu'on ne fait que manger pour se nourrir, là aussi il y a un problème. Ou quand on fait que manger pour remplir quelque chose et qu'on n'y prend plus aucun plaisir, ça c'est aussi un signe que la relation à la nourriture n'est pas adéquate. Je ne veux pas catégoriser sain, malsain, parce qu'il y a toujours des nuances, mais qu'on peut l'améliorer en tout cas. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de moi. Euh, j'ai jamais diabolisé réellement un aliment, mais c'est vrai que il y a quelques temps, déjà, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la naturopathie, et c'est génial, c'est hyper intéressant, et les conseils sont hyper pertinents. Mais j'avais une naturopathe que j'aime beaucoup, mais qui peut-être n'a pas suffisamment insisté sur le fait que faire des écarts c'était ok et c'était normal, et en fait que c'était même bien de les faire. Et du coup, petit à petit, je me disais, mince, c'est hyper restrictif quand même. Parce que je devais manger, bon, j'avais des choses assez précises par rapport à moi, à mon corps et mes petits soucis. En soi, c'était très bien tout ce qu'elle m'avait proposé, mais petit à petit, j'étais en train de me restreindre. C'est-à-dire que tout ce qui était, moi, c'était le sucre que je devais réduire le plus possible. J'étais en train de l'enlever complètement. Et ça peut être bien de le faire en cure, hein, de faire ça pendant 3 semaines, de ne pas manger le moindre aliment sucré. Mais si on veut faire quelque chose sur le long terme, quelque chose qui soit pérenne, où on est dans un équilibre alimentaire, bon, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent, mais moi, en tout cas, pour moi, c'est impossible. Donc, en fait, à force de vouloir tellement bien faire, à force de vouloir tellement bien manger, on peut complètement diaboliser certains aliments et les laisser complètement de côté. Et ça crée toujours ces frustrations qui, derrière, vont générer complètement d'autres choses, des manques, des envies, des pulsions, des choses incontrôlables. Alors que si on s'autorise ce petit carré de chocolat de temps en temps quand on en a besoin de manière maîtrisée, et là encore maîtrisée, vous l'avez compris, hein, c'est pas contrôlé pour moi, c'est maîtrisé, c'est pas la même chose. Et bien en fait, ça passe très bien. On arrive à le faire de manière totalement euh, régulière, mais pas quotidienne ou pas trop souvent, pas trop fréquente, de manière équilibrée en fait. Donc c'est ça, ne pas diaboliser un aliment et d'accepter de mettre finalement le plus de variété possible. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qu'on peut voir notamment dans certains troubles d'anorexie, c'est petit à petit, hop, on diminue le champ des aliments. C'est-à-dire que on apprend à le fromage c'est mauvais pour la santé, donc on n'en mange plus du tout. Et c'est vrai, le fromage est mauvais pour la santé, mais c'est pas grave d'en manger une fois de temps en temps. Et en fait, petit à petit, si on fait ça trop souvent, on enlève, je sais pas, le fromage, je vais dire au hasard, hein, c'est la viande, les pâtes, peu importe, et on se retrouve à manger que 3-4 aliments. Et ça aussi, c'est pas quelque chose qui est positif et bienfaisant pour vous sur le long terme. Peut-être c'est très bien de faire une monodiète pendant 3 jours ou pendant une semaine, selon, votre état de santé, etc. Bien sûr, à voir avec un naturopathe compétent. Mais sur le long terme, on ne peut pas vivre avec seulement des légumes ou seulement des fruits. C'est, bon, à mon sens, hein, peut-être s'il y a des gens qui s'y connaissent bien en alimentation qui vont me contredire, mais pour avoir un rapport sain avec l'alimentation, moi, ce que j'ai pu constater avec mes clients en tout cas, et mes clientes, c'est que quand on réduisait trop le panel, ça générait encore cette frustration et un peu cette obsession. Donc, c'était pour ma deuxième clé, si on peut parler de clé, c'était de faire attention à ne pas diaboliser un aliment, de s'autoriser à mettre de la variété. On passe à la troisième clé, donc c'est émotionnel. Ça, c'est une piste vraiment importante, c'est de voir votre rapport à la culpabilité. Là encore, hein, ça fait écho aux deux autres points que j'ai abordés, parce que si quand vous mangez un carré de chocolat ou une pizza de temps en temps,
évidemment, c'est différent si c'est quelque chose qui est excessif, mais si c'est de temps en temps et que vous n'arrivez pas à vous l'autoriser, à y prendre plaisir et que vous culpabilisez derrière, c'est que là, il y a un petit quelque chose, une lourdeur, quelque chose à libérer en fait, tout simplement. On n'est pas censé culpabiliser de manger. Donc cette culpabilité-là, elle montre qu'il y a quelque chose, un lien à la nourriture qui est trop rigide quelque part. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'il est très important de s'attarder sur cette culpabilité quand vous êtes en thérapie, parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent, elle fait écho à d'autres culpabilités. Des culpabilités dans divers domaines de votre vie, que ce soit la vie professionnelle, personnelle, avec votre famille. Souvent, ça vient en écho. Donc c'est intéressant d'observer cette culpabilité-là et de la traiter. Je ne sais pas si on peut la traiter, mais en tout cas de faire en sorte de la libérer et de la faire bouger. Donc culpabilité, soyez attentif à tout ce qui peut y ressembler quand vous mangez ou quand vous avez mangé. On passe à des clés un peu plus pratiques maintenant pour comment en fait qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux, parce que quand on y est, on se sent parfois impuissant et ça c'est vraiment décourageant en fait, alors que il faut se rassurer sur ce point, il existe plein de manières, plein d'outils pour sortir de ces troubles, que ce soit des troubles alimentaires vraiment établis ou que ce soit des tendances à avoir un rapport à l'alimentation qui soit un petit peu complexe, on va dire. Donc une clé qui est essentielle et qui, je pense, est hyper efficace si on choisit de la mettre en place régulièrement, c'est la pleine conscience. Donc je sais que c'est un peu ennuyeux pour certaines personnes, j'en fais partie, j'aime bien les choses rapides, mais vraiment, il n'y a rien de plus efficace en fait. Quand on est en pleine conscience, quand on mange en pleine conscience, déjà, le premier bénéfice, c'est que on va ralentir le rythme. On ralentit le rythme, on prend plus conscience de la nourriture et du coup, on peut aussi y prendre plus de plaisir. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, le plaisir, c'est hyper important dans le lien qu'on a avec la nourriture. Il doit y avoir une facette plaisir dans la nourriture. Bien sûr, il y a la facette santé et bah, je pense que vous me connaissez, vous savez que bah oui, je suis hypnothérapeute, je suis thérapeute, j'aime beaucoup tout ce qui est naturel et j'adore la naturopathie, j'adore la nutrition. Donc bien sûr, c'est hyper important d'avoir cette conscience que la santé dépend aussi de ce qu'on mange, bien sûr. Mais l'aspect du plaisir, il est essentiel également. On peut pas les dissocier complètement, sinon on devient trop rigide. Et la pleine conscience, c'est quelque chose qui va permettre de remettre notre attention sur l'alimentation et d'y reprendre plaisir. Et d'y prendre plaisir de manière bien plus forte, finalement, de se satisfaire vraiment beaucoup plus fortement de ce qu'on mange que quand on mange machinalement et rapidement, en fait. Et en fait, souvent, on s'imagine qu'il faut faire un repas complet en silence, Ave Maria, c'est tranquille, il ne faut pas un bruit, etc. Non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, hein. On peut très bien se dire, bah, je vais prendre les 3 premières bouchées de mon repas en pleine conscience et lentement. Ça peut être une astuce. Et déjà, pouf, ça ralentit le rythme et le corps, il est content. Et après, on continue notre repas tranquillement, comme d'habitude, comme on fait normalement en parlant. Ça peut être une solution. Une autre solution, ça peut être, au lieu de vouloir faire absolument un repas en entier en pleine conscience, ça peut être de faire simplement un goûter ou de prendre son café le matin en pleine conscience, quelques gorgées de thé. On peut faire des intervalles de temps très courts en fait, et déjà ça va être très bénéfique. Donc ça c'est vraiment une clé efficace, et j'ai pu le remarquer aussi avec certains de mes clients en fait, et je pense notamment à une cliente qui justement mangeait super rapidement parce qu'elle était un peu comme moi, speed, à aimer faire plein de choses en même temps, ce qui est chouette, hein, ça lui donnait une belle énergie. Mais pour le repas, c'était un peu son ennemi, parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était manger moins. Euh, alors, précision, parce que c'était pertinent pour elle de manger moins. Attention, c'était pas une restriction excessive, hein. Sinon c'est pas du tout pertinent de faire ça. Mais pour manger moins, il faut manger plus lentement. Parce qu'en fait, quand on mange plus lentement, les sensations de satiété, donc les vraies sensations du corps, arrivent beaucoup plus facilement en fait. Alors que si on mange trop vite, le corps il n'a pas le temps de les envoyer ces signaux-là. Donc pour elle, c'était hyper important. Et en fait, avec le travail qu'on a fait,
Bon, c'était surtout en hypnose, hein, bien sûr, qu'on a travaillé. Elle s'est rendue compte tout d'un coup que ah bah c'est marrant, je mange plus lentement, alors que jamais j'aurais pensé que c'était possible. Et elle, de son côté, ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est impliquée aussi en dehors des séances, et ça c'est hyper important, on en parlera plus tard, elle a aussi instauré des petits moments de pleine conscience. Donc comme je vous disais, tout petit moment, 3 bouchées, un petit café tranquille, sans rien faire d'autre. Petit moment, parce que à table, il y avait des enfants et c'était pas possible d'être en pleine conscience pendant tout un repas. Et en fait, ça a très bien fonctionné pour elle. Donc, pleine conscience. Ensuite, on va commencer à aller un peu plus loin, parce que si on veut vraiment assainir son lien à la nourriture, eh ben oui, il faut creuser. On est sur les différentes couches de l'oignon, hein. D'abord, on est sur le comportemental, ne pas se restreindre, ne pas diaboliser un aliment. Ensuite, on passe déjà sur le côté un peu plus émotionnel avec la culpabilité. Sur le côté encore conscient, qu'est-ce qu'on peut faire? On ajoute la pleine conscience. Et maintenant, pour vraiment aller au cœur de la chose, pour aller vraiment assainir ce lien à la nourriture, et mais ce qu'on peut faire aussi, simplement, c'est d'aller voir les blessures profondes. Alors je dis simplement parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est pas forcément facile. Il faut savoir que le lien à la nourriture, pour chacun, il se construit pendant l'enfance. Il se construit pendant l'enfance parce que tout simplement, bah, c'est la première chose qu'on fait hein, une fois que on est né, en fait, ou dans le ventre de la maman, on est nourri de manière automatique. Euh, on n'a pas besoin de s'alimenter. Et quand on naît, et ben, évidemment, là, il faut commencer à avoir des apports nutritifs extérieurs. Et ce lien à la nourriture, il est en lien direct avec le donneur de soins. Le donneur de soins, en psychologie traditionnelle, on dit que c'est la mère. Euh, Maintenant, on parle aujourd'hui de donneur de soins parce que ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des foyers avec deux papas. Enfin, c'est le donneur de soins, la personne qui va nourrir son enfant, finalement. Du coup, le lien qu'on a avec ce parent nourricier, on appelle ça dans d'autres, euh, dans d'autres cultures de psycho, ce parent nourricier, et le lien qu'on a avec lui, il va avoir un impact sur tous les liens affectifs qu'on va former durant notre vie. Oui, donc ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais en tout cas traditionnellement en psychologie, c'est ce qu'on dit. Et symboliquement, c'est le lien qui unit à la nourriture, c'est aussi le lien qui unit à ce fameux donneur de soins. Et du coup là, on peut imaginer tout ce qui peut s'accrocher sur ce lien à la nourriture. Tout ce qu'il peut y avoir comme problème, comme émotion, comme carence affective, comme faille tout simplement, et comme, ouais, parfois comme colère ou comme tristesse, il y a plein d'émotions qui se raccrochent à ça. Et du coup, là, on comprend mieux pourquoi il peut y avoir des dépendances, pourquoi il peut y avoir un refus, un rejet de la nourriture, ou au contraire un besoin d'en avoir toujours plus. Et là, ça c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'interroger. On peut s'y interroger seul, mais je pense qu'on ne peut pas le résoudre seul. Donc là, si vraiment vous vous sentez concerné par ça, je vous invite vraiment à chercher un thérapeute en fait qui va pouvoir vous accompagner là-dedans. Parfois, c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Et ça, c'est quand même chouette hein, de se dire que parfois, on peut assainir un lien à l'alimentation sans aller non plus trop farfouiller trop loin dans le passé. Mais parfois, c'est nécessaire. Et c'est important d'en avoir conscience. Même si vous ne faites pas ce travail, parce que c'est pas le moment ou parce que c'est pas nécessaire, juste d'en avoir conscience que, ok, en fait, c'est vraiment très profond. C'est quelque chose qui date de mes premiers jours sur Terre. Donc forcément, si ça date de 20, 30, 50, 70 ans, c'est pas quelque chose qui va partir en claquant des doigts. Pas en claquant des doigts, mais il y a quand même des outils. Donc, cette clé, c'est ça, c'est d'aller chercher les blessures profondes et d'aller travailler dessus. S'il y a trop d'émotions qui y sont associées, c'est important de le faire. Si on mange seulement par, par faim, évidemment, il n'y a pas de problème. Si on mange par colère, par frustration, par stress, là, il faut aller voir les émotions. Ensuite, un autre point important, c'est qu'il est important de ne pas s'imaginer que la volonté suffit. En général, les personnes qui viennent me voir, elles savent exactement ce qu'il faut qu'elles mangent. Elles le savent. Elles sont hyper au courant, mieux que moi. Elles savent exactement, elles ont consulté des nutritiens, des diététiciens, des naturopathes, des médecins.
ils sont au taquet. Ils savent exactement ce qu'ils ont besoin de manger et ce qu'ils devraient éviter de manger. Mais le problème, il n'est pas là en fait. Le problème, il est au niveau inconscient. Alors évidemment, si vous faites partie des gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils doivent manger, je vous dirais, la première étape, c'est de savoir ce qui est bon pour vous. Donc allez voir, moi j'aime beaucoup les naturopathes, donc je vous conseillerais un naturopathe, mais un diététicien, un nutritionniste, quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous guider sur ce chemin-là. Mais si vous savez déjà tout ça, vous savez sûrement que s'il reste un problème ou quelque chose qui vous semble un peu douloureux pour vous avec l'alimentation, vous savez que la volonté ne suffit pas. Et c'est là où on va aller chercher ces blessures anciennes et surtout lever tous les leviers inconscients, tous les blocages. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on fait en hypnose. Et moi, je pense souvent à une de mes clientes que j'ai eue il y a quelques années quand j'étais encore à Paris. On avait travaillé sur le sucre parce qu'elle adorait le sucre. Et en fait, elle avait des problèmes de santé qui faisaient qu'elle devait arrêter le sucre. Pas complètement, mais presque complètement. Et c'était hyper difficile pour elle parce que le sucre, c'était un peu son doudou. Donc c'est le cas pour beaucoup de monde, le sucre, c'est réconfortant, c'est agréable comme sensation dans la bouche, évidemment. Donc il y a toujours ce côté un peu réconfort de la nourriture, la fameuse comfort food, comme on dit en anglais. Et du coup, avec cette cliente, on a fait un travail, en fait, notamment en hypnose, pour aller lever ces blocages inconscients qui l'empêchaient d'arrêter le sucre. Parce qu'en fait, elle le savait, elle voulait arrêter le sucre, mais elle n'y arrivait pas. Et en fait, en travaillant sur ça, on a travaillé pendant à peu près 3 mois, et petit à petit, elle a lâché tout ça, elle a réussi à le laisser de côté. C'est comme si elle avait pris de la distance. Comme si le sucre était là toujours un peu au début, que c'était toujours dans sa tête, qu'il fallait toujours qu'elle ait cette possibilité de manger un pain au chocolat ou un truc qui lui faisait du bien. Et petit à petit, avec le travail qu'on a fait, ça s'est éloigné. Et en fait, elle n'a plus eu besoin de ce sucre pour se réconforter et pour se sentir mieux. Et ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur résultat qu'on puisse avoir. C'est pas tellement de perdre du poids ou non, même si je sais que c'est important, bien sûr, pour certaines personnes, et parfois ça l'est aussi pour des raisons de santé. Mais le plus important et le meilleur résultat qu'on puisse obtenir, pour moi, c'est de se sentir détaché. C'est-à-dire, soudainement, là où avant je n'arrivais pas à résister, je me sentais forcée, presque obligée de manger un truc sucré ou quelque chose, bah là, tout d'un coup, j'ai le choix en fait. Je me sens libre et je peux choisir de temps en temps de le manger parce que on revient au début de ce live, on ne se restreint pas excessivement et on ne diabolise aucun aliment et on ne culpabilise pas quand on fait un écart parce que l'écart fait partie de l'équilibre en fait. Et du coup, d'avoir cette liberté de le faire en fait. Et c'est aussi ça qui permet justement après de pouvoir apprécier, de pouvoir prendre du plaisir quand on mange par exemple un gâteau au chocolat et de pas culpabiliser parce qu'en fait on le fait par choix. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Et moi vraiment dans mes accompagnements c'est ça que je cherche et c'est ça que j'essaye le plus possible d'amener mes clients à atteindre comme résultat, beaucoup plus que d'avoir un chiffre sur la balance qui ne veut pas dire grand-chose, hein, parce que de toute façon, le chiffre sur la balance, ben, c'est, comment dire, ça peut être une masse musculaire, une masse graisseuse, enfin, ça n'a rien à voir, en fait, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, ne pas s'imaginer que la volonté suffit. Ça ne suffit pas. La plupart du temps, ça se passe au niveau inconscient. Et maintenant, la dernière piste, la dernière astuce, si on peut parler d'astuce, pour les personnes qui veulent améliorer leur relation à la nourriture. Du coup, je vous parlais de ces accompagnements en thérapie, si vous avez envie d'aller dans des choses profondes ou de travailler au niveau inconscient, eh bien, ça va être d'être patient. Et je vous dis ça en grande impatiente que je suis. Donc, je sais, je suis comme vous, j'ai envie de résultats rapides. Et parfois, ça ne l'est pas. Ceci dit, quand vous faites de l'hypnose, c'est quand même rapide par rapport à la plupart des autres thérapies. Mais laissez-vous un certain temps. Les clientes dont je vous parlais, euh, elles ont suivi les recommandations, c'est-à-dire qu'elles ont fait leurs 6 séances, à peu près, c'était, je pense, oui, 6 séances. Elles les ont faites toutes les 2 semaines à peu près. Et pendant, voilà, ça fait à peu près 3 mois. Et en fait, l'idée, c'est de faire ce qu'il faut pendant un temps donné pour que après vous soyez libre.
Là où j'ai vu que parfois ça ne fonctionnait pas, c'est plus avec les personnes qui ont plus de mal à s'engager en fait dans ce processus et qui vont commencer à faire une séance, puis une autre séance un mois plus tard, etc. Ça fonctionne moins bien. Après, c'est ma manière de procéder, mais je pense que la plupart des thérapeutes seront d'accord avec moi que quand on travaille sur un sujet particulier, il vaut mieux faire un, un accompagnement donné pendant une période donnée et voir à la fin vous laisser ce temps en fait. Parfois à la première séance, on ressent déjà plein de changements et d'autres personnes n'ont rien ressenti à la première séance. J'ai eu des personnes qui ont attendu la troisième séance pour avoir des changements qui se produisaient. Mais à la fin de leurs 5-6 séances, ça allait mieux et le problème était réglé ou presque réglé. Donc il ne faut pas se décourager. Et je vous dis ça en comprenant totalement le découragement. Mais dans ce type de pratique, dans ce type de thérapie, ou dans toutes les thérapies, je pense, mais dans le domaine du bien-être et du développement personnel, les choses ne sont pas instantanées. C'est très 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 rare. Donc c'est un processus relativement court quand même. Moi, je le propose en général en 3 mois. Donc c'est quand même pas très long, 3 mois dans une vie pour se libérer de quelque chose qui est obsédant, c'est pas énorme. Et, euh, et du coup, voilà, investissez-vous en fait dans ce que vous faites. Quand vous décidez de le faire, allez-y à fond. Euh, Faites les pratiques en fait. Engagez-vous pour un nombre de séances, pour une certaine durée. Vous voyez avec le thérapeute que vous avez choisi ce qui est le mieux, mais engagez-vous, allez-y à fond. Et après, quand vous vous sentez libéré, ben, vous le laissez de côté, vous pouvez vous détacher de votre thérapeute et vous avez le résultat qui est déjà là en fait. Et là, vous allez pouvoir construire et repartir sur de nouvelles bases. La cliente dont je vous parlais, avec le sucre qu'elle adorait, qui était un peu son doudou, je l'ai revue pour des massages 1 an après. C'était fini. Elle n'avait plus du tout ce problème de sucre. Donc, est-ce que ça valait pas le coup de faire pendant ces 3 mois des séances pas non plus excessives en termes de nombre, hein. 6 séances, c'est pas excessif, toutes les 2 semaines. Par rapport à d'autres thérapies où c'est toutes les semaines, voire en psychanalyse parfois 2 fois par semaine, c'est pas non plus excessif. Moi je pense que ça valait le coup, hein, si c'est pour être vraiment libéré 1 an après, je trouve que ça valait le coup. Alors je regarde juste, j'ai une notification, un commentaire, ok, pas de questions, d'accord, parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On passe, alors j'avais une petite surprise pour vous ce soir, vous savez que j'aime bien les cartes, donc je vous propose un petit tirage pour voir. Ce tirage, il est sur le thème de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour assainir encore plus mon rapport à la nourriture. Pour l'assainir encore plus, donc vous le mettez dans le contexte de là où vous vous trouvez, hein, par rapport à ce sujet évidemment. Donc vous avez 3 choix. Hop, le choix 1, 2, 3. Donc vous respirez tranquillement. Vous observez ces 3 cartes. Il n'y a pas de mauvais choix. Et vous choisissez l'une de ces cartes. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Si vous n'avez pas encore choisi, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et je vous montre la première carte. Alors c'est une carte de tarot, c'est un jeu de tarot, donc c'est la carte du jugement. Alors là en fait, ce que ça vous amène à faire, c'est de travailler sur votre part d'ombre. Donc là on parlait de blessures profondes pendant le live et c'est exactement ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos sensations et à la partie de vous qui est en contrôle, non, je me trompe de mot, vous voyez, en maîtrise de de ces sensations de faim. Mais là, c'est surtout de travailler sur la part d'ombre, en fait. Donc, des blessures qui peuvent être relativement profondes, là, pour le coup. Il y a aussi une notion d'inconscient ici. Il y a peut-être des choses, des blessures dont vous n'avez pas conscience qui vous poussent à avoir certains comportements en termes d'alimentation et qui peut être intéressant d'aller explorer. Donc ça, c'était pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, on a le roi de bâton. Alors, je regarde juste, je suis pas sûre que vous voyez bien. Ok. Alors, le roi de bâton, lui, pour le coup, il est en maîtrise. Et il maîtrise ses pulsions. Il maîtrise ses sensations. Donc là, c'est une carte qui va vous amener à apprendre à maîtriser et à gérer vos pulsions. Non pas à les laisser de côté ou à
à essayer de les ignorer, mais simplement à réapprendre à faire la paix avec ses pulsions et à les maîtriser. C'est une carte, le roi de bâton, c'est une carte de feu. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui a besoin de canaliser cette énergie-là. Peut-être il y a un aspect aussi de faire la différence entre la faim, la vraie faim, et la faim émotionnelle ici. Donc là, la pleine conscience, ça peut être pas mal. Et le troisième groupe, on a la 5 d'épée. Donc là, on est plus dans quelque chose de mental, dans le 5 d'épée. Donc c'est quelque chose qui indique que probablement l'alimentation, ça prend trop de place dans votre tête. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu obsessionnel chez vous? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes toujours en train de compter les calories, que vous êtes toujours en train de vous demander de vouloir manger sainement ou de vous culpabiliser quand vous avez trop mangé ou mangé un aliment en particulier? Ça vous prend la tête. On voit bien sur cette carte, c'est une prise de tête. Donc, ouais, c'est ce qui me vient comme mot avec ce type de carte, c'est obsessionnel, en fait. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'alimentation. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous vous retrouvez dans dans certains mots que j'ai pu utiliser, dans certaines descriptions que j'ai pu faire. Et surtout, ce que je voulais aussi vous transmettre comme message, c'est que ne perdez pas espoir. Je sais que parfois on peut se sentir complètement impuissant quand on est en proie à des troubles alimentaires ou même pas forcément des troubles alimentaires, mais quelque chose un peu de complexe avec la nourriture où on se sent un petit peu impuissant. C'est normal, mais il y a vraiment des choses qui peuvent être faites et qui sont pas forcément très longues et pas forcément très compliquées. Donc ne perdez pas espoir, vraiment. Et si c'est un travail qui vous intéresse, que ça vous parle et que vous avez envie d'en discuter avec moi, ben, n'hésitez pas, franchement, envoyez-moi un petit message, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger, faire le point sur vos besoins, parce que les besoins sont très différents d'une personne à l'autre, pour vraiment cibler les meilleurs axes en fait de travail. Pour certains, ça va être l'aspect vraiment émotionnel, pour d'autres, ça va être l'aspect comportemental sur les pulsions, sur des choses inconscientes, etc. Donc ça, c'est à voir entre nous, ensemble. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez qu'on en discute, ce serait avec grand plaisir. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de troisième. Hop, non, c'est bon, je ne vois pas de commentaires supplémentaires. Donc je vais clôturer ce live maintenant, mais je vous remercie d'avoir suivi ce live. J'ai passé un très bon moment avec vous. Et n'hésitez pas, si vous le regardez en replay, de me faire un petit coucou, si vous avez des questions, de les poser. C'est vraiment là pour ça. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.